Tout d'abord, avant de parler, je fais juste une nano-présentation. Oui. Plan que la section locale Paris-Sud organise des cycles de conférences d'intérêt général, plusieurs sous-cycles, histoire de la physique et sciences sans conscience, dans laquelle tu es. Elles sont toutes en Zoom. La prochaine conférence sera donnée le mercredi 5 mai par Denis Gracias de Chimie Paris-Tech, ordre à longue distance dans les solides, des cristaux aux quasi-cristaux et au-delà. En général, et celle-ci aussi, les conférences sont enregistrées et l'enregistrement Zoom est mis rapidement sur le site d'Indico, puis après sur YouTube par Méline Verguin, la responsable communication de la SFP. Et actuellement, il y a 2 conférences qui sont accessibles, celle de Jean Jacquinot et d'Hélène Langevin-Joliot. Il y a déjà plus de 1500 vues. Alors maintenant, je vais donner la parole à Dominique pour te présenter très rapidement. Voilà, je vais juste dire quelques mots. Donc, Jacques Treiner, bon, probablement tout le monde connaît, mais peut-être pas tout le monde, donc est physicien théoricien. Il a été enseignant-chercheur à l'université Pierre et Marie Curie et à l'université Paris-Sud. Et il réalisa une grande part de ses travaux de physicien théoricien à la division de physique théorique de l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, dont il est une des figures marquantes. Depuis le début des années 2000, Jacques Treiner s'est engagé sur les problématiques énergétiques et leurs relations avec le changement climatique. Il est membre de l'association Sauvons le climat. De 2011 à 2016, il enseigne à l'Institut d'études politiques de Paris et il est l'auteur d'un cours sur l'avenir de la planète, population, énergie, climat. Puis il enseigne au master énergie, écologie, société de l'université Paris Diderot et participe aux activités du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Depuis 2017, il est président du comité des experts du Shift Project, groupe lancé il y a 10 ans par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, dans le but d'élaborer des propositions concrètes et chiffrées pour sortir des combustibles fossiles. Il a publié donc Un peu de science, ça ne peut pas faire de mal, c'est aux éditions Cassini, et c'est un livre qui rassemble les chroniques scientifiques qu'il a réalisées pour France Culture. Et il a publié également aux éditions du Pommier Quel est l'âge de la Terre. Bon, il a publié peut-être encore d'autres choses que j'oublie, je suis désolée. Et il a également coécrit avec Olivier Treiner la pièce Fission, qui a été représentée sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche en 2016. Bon, j'espère qu'elle sera représentée ailleurs, c'est une excellente pièce. Donc, nous lui laissons la parole donc, pour sa présentation, Enseigner l'Anthropocène dans tous les cursus du supérieur, une nécessité. Donc, bienvenue Jacques, et nous te donnons la parole. Voilà. Donc, juste pour expliquer comment on arrive ici aujourd'hui, le Shift a préparé un état des lieux de l'enseignement de la problématique énergie-climat entre 2016 et 2018. Ça a donné lieu à un rapport qui faisait un peu ça, l'état des lieux, et duquel il ressortait que, en gros, c'était enseigné dans peu d'établissements du supérieur, donc il y a 150 établissements qui ont été interviewés, etc. En revanche, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, mais pour des petits effectifs et en fin de parcours. Et donc, c'était intéressant, c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait, mais ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, quoi. Et il se trouve que c'est venu en même temps qu'un groupe d'étudiants de grandes écoles ont publié un manifeste pour un réveil écologique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il est très intéressant et il y a une phrase que je vais vous citer tout à l'heure. Donc, à cette occasion, il se trouve que lors d'une restitution de ce rapport, j'ai rencontré Catherine Evin, qui est en physique des solides à Orsay, qui est enseignante et qui faisait un enseignement de ce type. Donc, on a pris contact. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait en avril 2011 un séminaire sur la base de l'enseignement que je faisais à Sciences Po et que Dominique a rappelé tout à l'heure. Et puis, on s'est rencontré avec Dominique à l'issue d'un colloque à l'Académie des sciences. Elle m'a proposé de faire ça, un séminaire sur ces questions. C'était prévu le 12 mai 2020 et ça a lieu aujourd'hui. Je dis tout ça parce qu'entre-temps, il s'est passé plein de trucs, en fait. Et ce qui était l'expression d'une nécessité est devenu réalité parce qu'il y a plein d'endroits où ça se fait. Et en particulier, à Orsay, à Paris-Saclay, je veux dire.
il y a eu au premier trimestre là, un enseignement prévu, interdisciplinaire, donc prévu pour 2000 étudiants, qui a fonctionné pour 2000 étudiants, en partie en présentiel, en partie en distanciel, etc. Bon, on connaît les conditions qui sont un peu compliquées là en ce moment. Avec plus d'une trentaine de diapos, pas diapos, de vidéos qui ont été réalisées par des gens de plein de disciplines. Donc, ça bouge, il y a des choses qui se font. Le Shift a un contrat avec les INSA, qui représentent plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs, pour faire une refonte de leur cursus sur 5 ans, en incluant ces problématiques énergie, climat, ressources. Et puis, le réseau Polytech fait ça aussi. Et puis, il y a diverses universités qui se posent la question. Et voilà, donc, voilà, donc il y a plein de choses qui se font. Louis ? Louis ? Voilà. Donc, l'Anthropocène, en un mot, c'est une époque où on perçoit les limites du système Terre. Voilà. Alors après, on peut décider de le faire démarrer à telle époque ou à telle époque, etc. Ça, c'est des questions secondaires, à mon avis. Mais la chose vraiment basique, c'est ça. C'est que l'humanité est devenue une force géologique. Bon, enfin, tout ça, c'est des choses que tout le monde sait. Hein. Je rappelle juste comme ça pour mémoire. Et simplement, ça s'oppose à cette phrase de Jean-Baptiste Say, de son traité d'économie politique de 1803, qui disait, comme fondement en quelque sorte de l'économie politique, les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Point. Formidable. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, vous voyez que toute la macroéconomie qui est toujours fondée sur ce genre de choses, eh bien, elle peine à adresser, comme on dit en franglais, la question de la taille finie du monde. Voilà. Alors, il y a des gens, c'est une idée qui circule depuis longtemps, et il y a un très joli texte de Valéry, Regard sur le monde actuel, dans lequel il dit toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations, l'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne. Donc l'ère de libre expansion est close. Plus de rocs qui ne portent un drapeau, plus de vide sur la carte, plus de régions hors des douanes et hors des lois, plus une tribu, ça c'est amusant, dont les affaires n'engendrent quelques dossiers et ne dépendent par les maléfices de l'écriture de divers humanistes lointains dans leurs bureaux, le temps du monde fini commence. C'est joli. Mais simplement, c'était la taille finie du monde géographique, en quelque sorte. On a tout exploré, etc. Là où nous en sommes, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas, Louis? Et voilà. En ce qui me concerne, un truc m'avait frappé dans les années 90, je crois que c'est les années 90. Michel Morette était planétologue, astrophysicien au CSNSM, et il avait eu une idée très, très astucieuse. Attends, non, pas encore. Voilà. Pour trouver des micrométéorites dans l'atmosphère. Vous savez qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de tonnes de micrométéorites qui tombent sous forme de poussière sur le sol terrestre. Et alors, il disait, mais si les avions qui sont en haute altitude là, déploient un petit panneau juste en dehors de la cardingue, eh bien, pendant le voyage, ça ne coûtera rien, eh bien, ils vont balayer et on va récupérer comme ça des micrométéorites. Donc, ça a été fait. Et puis, quand ils ont analysé ce qu'ils avaient sur la surface, eh bien, à 90%, c'est des poussières de peinture. C'était quand même extraordinaire. Voilà, à 90%, ce qu'on récupérait là-bas, ce n'était pas des matériaux naturels, mais c'était quelque chose man-made. Et donc, on est partout, quoi. Où qu'on regarde, c'est nous qu'on voit. Et ça, c'est ça, quoi, l'Anthropocène. Alors, toutes les complexités dont on parle, bah, ça tient à ça, quoi. L'infini n'existe plus, on ne peut pas se débarrasser du désordre en envoyant l'infini. L'infini est devenu proche, et tout ce qu'on fait nous revient dans le nez d'un revers foudroyant de la part du système Terre. Donc voilà, l'Anthropocène, c'est ça. Et donc, aucune discipline ne va échapper à cette condition existentielle nouvelle, quoi. Voilà.
les 15 000 ans qui sont derrière nous sont achevés. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et comme aucune activité ne va échapper à cela, et bien, de la même façon qu'on fait de l'éducation civique et morale en primaire, et ben, dans le secondaire et surtout dans le supérieur, eh bien, il faut avoir les éléments de connaissance et de réflexion sur cette question-là. Donc, ça paraît évident qu'il faut que tout le monde y passe. Voilà. Alors, Geology of Mankind, c'est Anthropocène en anglais, quoi. Et ça a été proposé par Paul Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie. Et ce n'est pas étonnant tout à fait que ce soit lui qui ait proposé avec son collègue Eugène Störmer, qui est plutôt un biologiste, de mettre l'accent sur justement la marque humaine sur la géologie de la Terre, parce que c'est lui il a eu le prix Nobel parce qu'il avait décortiqué le problème de la constitution du trou d'ozone, qui était aussi déjà un élément comme ça, ou une influence globale de l'activité humaine, mais un petit secteur d'activité. Donc, il y a eu un protocole de Montréal en 87 qui est censé régler le problème, mais c'était un petit secteur industriel, une petite partie des choses. Et là, avec le climat, on est évidemment à une échelle un peu différente. Louis ? Alors, perception des limites du système Terre, je ne vais pas détailler ces choses-là. Vous savez que les gens regardent les différents secteurs d'activité, la biomasse, la biodiversité, le climat, etc. etc. Donc, bon, tout ça, c'est des rappels. On ne va pas s'étendre là-dessus. Louis ? Et alors, dans leur papier, je ne vais pas lire ça, mais simplement, Crutzen et Störmer listait en quelque sorte les éléments de preuve de cette toute-puissance de l'activité humaine, étant entendu que cette activité humaine, en fait, c'est 25% de l'humanité, ce n'est pas toute l'humanité. Et du reste, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas appeler ça anthropocène, mais il faut appeler ça capitalocène, ou bien d'autres noms pour dire que ce n'est pas toute l'humanité qui est responsable de ce truc-là, c'est 25% de l'humanité en quelque sorte. Donc il y a une liste sur l'épuisement des ressources, la biodiversité, l'usage des terres, enfin la quantité de plus de 50% des terres sont utilisées pour l'agriculture, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, tout ça sont perturbés à une échelle massive, etc., etc. Donc tout ça, c'était déjà dans le papier initial de ces 2 pages. Voilà. Alors, l'évolution de la température moyenne, alors ça, c'est juste pour frapper les esprits, et pour remettre peut-être en question la notion de ère géologique, parce que quand on regarde ça, vous voyez, depuis 20 000 ans, l'évolution de la température moyenne de la surface, on sort, il y a 20 000 ans de la dernière époque glaciaire, ça prend une dizaine de milliers d'années, et puis ensuite on a une période de température relativement stable, avec, vous voyez, quand on approche la partie anthropocène en rose, là, il y a une petite bosse vers le haut, c'est l'optimum médiéval, et puis on descend vers le bas, et c'est le minimum glaciaire, 17e, 18e siècle, etc., qui s'est arrêté là. Et puis là, maintenant, on a une montée vertigineuse. Aujourd'hui, donc c'est là, et puis vous voyez une projection de 3 degrés de réchauffement en 2100, ça donne cette chose-là. Donc, s'agit-il bien d'une ère géologique ou simplement d'une crise qui va se dérouler sur une échelle de temps extrêmement brève, dont on ne sait pas ce qu'elle va donner, mais voilà, donc c'est ça l'état des lieux. Louis ? Alors, le manifeste étudiant, juste une phrase, vous voyez, en rouge, dans lequel ils disent qu'ils sont préoccupés, etc. Mais cette phrase-là, elle est absolument remarquable. En effet, disent-ils, à quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo quand on travaille par ailleurs pour une entreprise dont l'activité contribue à l'accélération du changement climatique ou de l'épuisement des ressources? Voilà. Et donc, quand ils réfléchissent à un premier emploi, ils se trouvent face à ce dilemme et ils disent faites quelque chose, quoi. Enfin, bon, il faut qu'on nous parle de ça. Et donc, ça va tout à fait dans le même sens, quoi, de cette préoccupation d'avoir un état des lieux, au moins un état des lieux
pour réfléchir à ces questions-là, de faire un état des lieux en entrée dans les études supérieures. Louis ? Alors, les points que je voudrais aborder là, c'est, comment dire, c'est pas un programme, c'est une espèce de fil conducteur que je m'étais fait pour moi-même à l'issue de cet enseignement-là à Sciences Po, où il manquait, il y avait énergie, climat, population, il manquait sur la biodiversité, parce que la biodiversité, j'y connais rien, le vivant, j'y connais rien. Et donc, en discutant avec des gens du LEAD, il me semble qu'il y a une façon assez simple d'entrer, pas de traiter l'ensemble du sujet, mais d'entrer dans le sujet à partir de l'agriculture. Et bon, c'est ça que je vais terminer par ça. Donc, un brin d'épistémologie. Alors, donc, ce que je vais vous raconter là maintenant ne s'adresse pas directement à vous, ça s'adresse plutôt à des étudiants à travers vous en tant que en contact avec des étudiants ou des jeunes chercheurs. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez que c'est pertinent ou pas de le faire comme ça? Il n'y a pas tout, mais il y a ce que j'appelle des incontournables. C'est-à-dire, il me semble qu'il faut qu'il y ait tout ça. Et voilà. Donc, un petit brin d'épistémologie. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Qu'est-ce que c'est un essai scientifique? Qu'est-ce que c'est que des choix de société? Quelques points sur la population, sur le climat, météo, énergie et économie, la caractérisation des systèmes énergétiques, la biosphère, une entrée par l'agriculture, et puis que faire? Établir des échelles de temps pour l'action, ça c'est par rapport à la collapsologie, définir de nouveaux communs, ça c'est la perspective qu'il faudrait, et puis ne pas oublier de continuer à jouer les sonates de Mozart. Alors, on peut y aller. Alors, le statut pour cet enseignement, il est un peu particulier, c'est une des difficultés, parce que faire l'état des lieux de la planète, l'anthropocène, etc., c'est pas véritablement une discipline, c'est plein de considérations venant de plein de disciplines différentes. Or, habituellement, quand on fait un enseignement, le but de l'enseignement, quand on a des étudiants devant soi, eh bien, c'est de les rendre autonomes par rapport à nous. C'est-à-dire il faut qu'on se rende inutile à la fin du cours. Si ça a bien marché, l'étudiant n'a plus besoin de nous dans cette discipline. Ici, Louis, tu cliques? Voilà. Ici, c'est donc ce qu'on peut faire pour les étudiants, c'est leur donner un certain nombre d'images mentales, un paysage d'images mentales qu'ils doivent garder, quel que soit le secteur dans lequel ils vont s'engager. Voilà. Et donc, ça dit tout de suite les difficultés que rencontrent les équipes d'enseignants quand ils s'y mettent. C'est que chaque discipline est capable de faire un cours, de dérouler toutes les notions relatives à l'anthropocène, mais dans sa propre logique, alors que là, ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça serait complètement indigeste pour les étudiants. Donc, il faut être capable de dire quels sont les incontournables de ma discipline, et puis comment je vais les présenter, parce qu'il ne faut pas nécessairement les présenter comme on le fait d'habitude, puisqu'on ne va pas s'adresser à des étudiants qui vont se spécialiser dans tel ou tel aspect de ce qu'on va leur raconter. Et donc, ça pose des problèmes parce que les équipes d'enseignants, elles ne sont pas formées pour ça. Ça sort un petit peu de leurs habitudes. Et donc, c'est un vrai travail qu'il faut faire. Et donc, c'est un engagement, donc ça prend du temps. Et en plus de ça, du point de vue des institutions dans lesquelles ça se déroule, eh bien, très vite, on a la réaction, écoutez, non, on ne peut pas parce que les emplois du temps sont déjà bouclés, il n'y a pas le temps de faire en plus, donc quelquefois, ils organisent des conférences en dehors des heures de cours, etc. Et ce qui a été fait à Paris-Saclay, de ce point de vue-là, c'est pas mal, parce que c'est un vrai engagement, c'est 2000 étudiants cette fois-ci, 3000 l'année prochaine, 5000 envisagés en deuxième année, quand ils entrent, etc. Donc, c'est assez ambitieux. Louis? Et modalités de contrôle aussi, ça pose des problèmes. Alors, ce qui pose des problèmes aussi, c'est que ce qu'on a à leur dire, les nouvelles ne sont pas bonnes, quoi. Voilà, si on regarde les émissions de CO2 depuis les années 90,
le rythme d'émission, c'est en milliards de tonnes de CO2. Et vous voyez que ça grimpe régulièrement. Il y a 2 accidents. L'un, c'est la crise de 2008. L'autre, c'est justement le Covid, la Covid. Donc, les COP 1, 2, 3, 4, 5, 25, 21, 26, eh bien, elles n'ont absolument aucun effet sur les émissions de CO2. Donc, les grandes réunions onusiennes, etc., non, elles ont eu un effet, c'est que maintenant tout le monde est au courant, bien sûr, ça, tout le monde est au courant, mais sur les émissions de CO2, rien ne vaut une bonne crise. Il n'y a pas de... Il n'y a rien eu voilà, d'activité consciente, de prise en compte du problème et d'essayer de le résoudre, etc. Non. Voilà. Alors, là, les émissions entre l'année dernière et cette année, ça diminue de 5 ou 6%, quelque chose comme ça, oui, 5-6%. Si on voulait obtenir la neutralité carbone, il faudrait que cette rupture de pente, là, elle se prolonge jusqu'à 2050. Et ça veut dire que, alors Jean-Marc a l'habitude de dire, c'est un Covid par an, vous voyez, et donc, bon, sans doute, on ne va pas arriver à faire ça. Donc, personnellement, je crois qu'on ne tiendra pas les 2 degrés, mais il faudrait quand même essayer de ne pas aller beaucoup au-delà de 3 degrés, etc., parce que il y a des nouvelles encore plus mauvaises qui viennent à ce moment-là. Mais voilà, donc le problème est gigantesque, il est énorme et on n'a jamais rencontré un problème aussi gros que celui-là. Louis ? D'autres, bon, ça c'est les émissions par pays. Bon, on va passer là-dessus parce que c'est des choses que tout le monde sait. Alors maintenant, un tout petit point sur comprendre, sur un point d'épistémologie, puisque en fait, c'est censé s'adresser à tout le monde. Donc, il faut un petit peu avoir les idées claires sur quand est-ce qu'on dit qu'on a compris quelque chose. Alors, on imagine un copain qui vous raconte quelque chose, un malheur ou un bonheur, peu importe, et à un moment, on lui dit « Ah, comme je te comprends ». Alors, dans quelles conditions on lui dit « Comme je te comprends » ? Eh bien, en fait, c'est qu'on a, Louis, voilà, c'est quand on a une représentation mentale de cet ami, dans la tête, une représentation, il est là en face de nous, mais on a une représentation mentale de lui qui fonctionne dans notre tête comme on le voit fonctionner dans la réalité. Et c'est là qu'on se dit « Ah, voilà, on l'a compris ». C'est parce qu'on a une théorie de cet ami, en quelque sorte, dans la tête. Alors, elle est plus ou moins empirique, elle est plus ou moins explicite, Louis, mais on a une bonne explication de son comportement. Voilà, ça c'est comprendre. Et c'est toujours ça, comprendre. Alors, ça peut se faire à des degrés divers, mais et comprendre, avoir cette image mentale de ce bout de réalité qu'on a devant les yeux, c'est aller un petit peu trop vite, ça veut dire que être capable de construire ces images mentales, c'est être capable de reconstruire le réel par la pensée, en fait. C'est ça. Comprendre, c'est reconstruire le réel par la pensée. Alors, vas-y, Louis. Reconstruire le réel par la pensée, ce n'est pas que dans les sciences. Un tableau comme celui de Bruegel, là, qui montre un petit peu l'état des lieux au XVe siècle, etc., c'est la chute d'Icare. Devant le bateau, il y a Icare qui tombe, mais vous voyez que tout le monde s'en fout, il est déjà tombé. Ce qui compte, c'est le paysan qui est là à cultiver ses champs, c'est les bateaux, c'est le port, etc. C'est un univers totalement renouvelable. Qui est là, et voilà, c'est une reconstruction du monde par la pensée qui donne finalement un tableau. Ou si on veut comprendre quelque chose sur les grands invariants de l'espèce humaine, l'amour, la mort, l'amitié, l'ambition, la gloire, tout ce que vous voulez, eh bien rien ne vaut un bon roman. Il ne faut pas aller faire de la physique, il faut lire des pièces de théâtre ou des romans. Et oui, Louis, il y a encore quelque chose en dessous, je crois. Voilà. Et Oussa, qui est une statuette magdalénienne, donc ça a 20 000 ans, et vous voyez que le type, il a un bout d'os dans la main, il veut représenter un buffle ou quelque chose comme ça, eh bien, il ne le représente pas avec la tête dans le prolongement du corps, mais il est en train de chasser les mouches qu'il a sur le dos. C'est extraordinaire, un truc pareil. Donc, il a tout compris, le gars, quoi. Voilà. Donc, il y a du progrès en sciences, mais en art, il n'y a pas de... la perfection, elle est déjà là, quoi. Donc, il n'y a pas de progrès en art. Mais comprendre, c'est toujours ça, quoi. Être capable de recréer le monde par la pensée. Louis ? Alors, voilà. Alors, maintenant,
dans les sciences, cette façon de recréer le monde par la pensée, ça obéit à des lois un petit peu particulières, bien sûr. La science, elle n'est pas constituée de faits, d'un ensemble de faits, mais elle est constituée, on ne collectionne pas les faits, on collectionne les bonnes explications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne explication, Louis? Alors, tu peux passer, on va passer à la suivante. Ouais, voilà. Ah oui, ça aussi, on va le passer. C'est joli, mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps. Donc, c'est une reconstitution de la galaxie des souris par une simulation numérique qui montre que la galaxie des souris, c'est deux galaxies elliptiques qui entrent en collision. Et il s'agit de trouver les bonnes conditions initiales pour les balancer l'une sur l'autre. Et donc, les gens savent faire ça. Et quand on voit ça pour la première fois, il y a les cheveux qui se dressent sur la tête parce que être capable de reproduire cette structure-là, ça dit bien qu'on vraiment on a compris ce qui se passe, quoi, et qu'on est même capable de calculer son avenir dans quelques milliards d'années, etc., etc. Louis? Alors, donc la science ne collectionne pas les faits, elle collectionne les explications. Alors, une bonne explication, ça obéit à 3 critères. Ça doit rendre compte d'un grand nombre de phénomènes, le plus grand possible. Ça doit permettre de faire des prédictions testables. Alors ça, c'est à faire. Autrement dit, la portée d'une bonne théorie est plus grande que l'ensemble des phénomènes qui sont à l'origine de sa création. Une bonne théorie en sait plus que celui qui la formule. Alors, il y a plein d'exemples de ça. Mais c'est très important, ça. Et ça doit être aussi difficile à modifier. Un mythe, si on n'est pas content des détails, on peut changer un petit bout, etc. On le fait avec précaution, mais on peut changer quelque chose. Dans une théorie scientifique, modifier une bonne théorie, c'est-à-dire qui explique beaucoup de choses, c'est compliqué parce que si on essaye d'adapter à un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer en changeant quelque chose, il faut s'assurer que l'ensemble des autres phénomènes que cette théorie est capable d'expliquer ne vont pas être perdus. Donc, voilà. Pour rendre compte du périhélie de Mercure, il a fallu la théorie de la relativité générale. Ce n'est pas pour ça qu'elle a été faite. Ça a été un sous-produit, justement, de la théorie. Mais rendre compte de ce phénomène, ce n'était pas une petite affaire, quoi. Ça remet en cause toutes les notions d'espace-temps, etc., etc. Oui, Louis? Alors, il y a plus dans les équations de la physique que pourquoi elles ont été écrites. Alors, il y a plein d'exemples de ça et on peut traiter ça à n'importe quel niveau. La détermination des rayons de la Terre par Eratosthène, c'est la géométrie élémentaire, mais la mettre dans ce contexte-là, c'est tout à fait extraordinaire. Le jeu de boules, si vous essayez avec les équations de Newton de dire, compte tenu d'une force de lancer, quel angle il faut pour faire un carreau sur le cochonnet, sur une autre boule qui se trouve à 10 mètres, eh bien, vous mettez ça en équation, vous allez trouver 2 solutions. Mais en fait, vous n'avez pas demandé 2 solutions, vous demandez une solution et il y en a 2 en fait. Donc, les équations de Newton, c'est un très bon joueur de boules. Elle sait qu'il y a 2 solutions. Il y a une solution tir tendu, une solution plombée. Les joueurs de boules, ils savent ça, mais les équations de Newton le savent aussi. Et je ne sais pas si Newton le savait, mais une fois qu'on le met en équation, c'est ça. Il y a un cadeau, si vous voulez, de la formalisation. Encore ? Tu peux tout dérouler là, les quelques. Voilà. Quand Maxwell écrit les équations de Maxwell en 1864, il les met sous une forme de propagation d'ondes, mais jamais personne n'a vu de propagation d'ondes électromagnétiques à l'époque. C'est 20 ans plus tard, Hertz qui fait ça. Pareil pour le positron et l'équation de Dirac. Le positron, il sort de l'équation et Dirac ne l'y avait pas mis. Il avait mis l'électron et il sort le positron en cadeau. Pareil pour la conservation de l'énergie avec le neutrino, Pauli qui propose en 1934 l'existence d'une particule qui emmène une espèce d'énergie manquante dans la désintégration bêta. Et c'est 20 ans plus tard qu'on découvre le neutrino. Le chaos déterministe, il est dans les équations de Newton aussi. Newton s'en doutait un petit peu parce qu'il savait calculer les trajectoires des planètes, mais il savait bien que,
il pensait bien que Jupiter devait sans doute perturber un peu les planètes, les trajectoires keplériennes. Et donc, dans ce traité d'optique, il dit à un moment que Dieu remet un peu de l'ordre régulièrement pour que les trajectoires restent bien comme elles sont. En fait, elles ne restent pas bien comme elles sont. On sait maintenant, les travaux de Jacques Lascar, que le système solaire est chaotique, mais sur une échelle de temps de 100 millions d'années, etc. Donc, on est un peu tranquille jusqu'à la fin de ce séminaire. Et puis, la relativité générale, les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Elles sortent des équations, Einstein ne les avait pas mises dedans. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire et ça montre bien que le rapport entre les maths et la physique, ce n'est pas des rapports d'application. Si vous voulez. C'est pauvre de dire que les maths s'appliquent à la physique. C'est aussi bien la physique qui s'applique aux maths que les maths à la physique. Et de faire sortir des éléments de réalité, vous voyez, inconnus, des équations, ça dit bien que les maths, ce n'est pas juste un rapport d'application. C'est autre chose de plus profond qu'on ne comprend pas bien, mais laissons l'interrogation ouverte plutôt que de fermer par des mots comme appliquer les maths à la physique, etc., qui sont très pauvres. La suite. Voilà. Alors, opinion énoncée scientifique. Alors, ça, c'est important à raconter aux jeunes, je pense. On peut avoir une opinion sur n'importe quel sujet, et ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais en science, il y a, c'est pas comme ça. En science, il y a ce qu'on sait bien, Louis, ce qu'on sait moins bien, ce qu'on ignore, et ce qu'on ignore ignorer. Alors, ce qu'on sait bien, c'est la science constituée. Ce qu'on sait moins bien, c'est par exemple le rôle des nuages dans le réchauffement climatique. C'est compliqué, c'est des formations hors équilibre, etc. Donc, on paramétrise des choses. Hein. Bon. Ce qu'on ignore, c'est ce sur quoi on travaille. Hein. On travaille sur des réponses qu'on n'a pas. Et ce qu'on ignore ignorer, c'est très important de savoir qu'il y a ça parce que, si vous voulez, on ne peut pas s'interroger sur les propriétés des atomes tant qu'on ne les a pas découverts. Donc, on découvre les atomes et du coup, on découvre aussi notre ignorance des propriétés des atomes. Donc, il faut laisser cette porte ouverte. Il n'y a pas de théorie du tout. À chaque fois qu'on découvre quelque chose, on produit de la connaissance et on produit de l'ignorance en même temps, mais c'est une ignorance qu'on ignorait. Bon, on peut passer... alors, ça peut s'illustrer par de l'histoire des sciences, bien sûr, l'histoire des idées sur l'âge de la Terre, et des choses comme ça où on montre bien comment les choses se déroulent. La suite, Louis. Voilà. Alors, sciences et techniques, c'est important aussi de les distinguer parce que la technoscience, etc., je trouve que ça passe à côté de la question. C'est assez simple de distinguer l'un et l'autre, même s'il y a beaucoup de techniques en sciences et beaucoup de sciences dans la technique, mais il n'empêche qu'il y a une distinction fondamentale, c'est que la science s'intéresse à l'explication des phénomènes et que la technique répond à un cahier des charges. On veut faire un objet qui répond à un cahier des charges. Et alors, on utilise de la technique qui utilise de la science. Mais si on prend l'exemple de... Tu cliques, Louis, de la physique nucléaire. La physique nucléaire, elle cherche à comprendre la structure du noyau, la fission, la fusion, la genèse des éléments dans les étoiles, etc. Mais une fois qu'on a ça, on peut faire des bombes ou faire des centrales nucléaires et le cahier des charges n'est pas le même. Dans le premier, c'est tuer des gens. Dans le deuxième, c'est produire de l'électricité et ce n'est pas la même chose. Donc, c'est assez simple, en fait, de séparer conceptuellement, en tout cas, la science et la technique. Le palais de la découverte, d'ailleurs, avait été conçu comme ça, explicitement, par Jean Perrin, qui dit bien qu'il ne veut pas montrer des objets au palais de la découverte, il veut montrer des phénomènes. Et voilà. Bon, donc, la distinction est simple à comprendre. Alors maintenant, on passe à un autre sujet. Il est déjà 16h50, Louis? Oui, oui, oui. Ah bon. On a pris un peu de temps au début. Oui. Tu peux continuer. Oui, d'accord. Alors, il faut savoir quelques petites choses. Alors, c'est encore l'idée des incontournables. Il faut savoir des petites choses quand même sur la population mondiale, parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Donc, quels sont les incontournables? Alors, oui, vas-y. Alors, il faut se rendre compte, là tu peux cliquer tout ce qu'il y a à cliquer sur cette diapo. Les temps longs, donc depuis moins 60 000 ans jusqu'à aujourd'hui, en fait, les gens savent reconstituer. C'est un article de Population et Société de Birabin. Et il y a trois sauts nettement marqués. Il y en a un qui prépare... alors, vers moins 10 000 ans. Alors, il y a des aléas climatiques. Hein, on est en dessous du million d'habitants. Attendez. Oui.
10 millions, 100 millions, 1 milliard, oui, c'est ça. Donc, en fait, l'espèce humaine a failli disparaître il y a 70 à 80 000 ans, etc. Donc, si on regarde la variété génétique, en fait, elle est relativement faible et ça veut dire qu'on vient tous d'un noyau de peu de gens, 100 000 personnes, des choses comme ça. Donc, il y a des aléas climatiques qui font varier la taille de la population. Et puis ensuite, il y a des progrès qui sont faits dans l'outillage, par exemple. Et dès qu'on progresse dans l'outillage, eh bien, on peut mieux se nourrir, on peut avoir plus de nourriture, oui, et donc on peut avoir une population qui croît. Et donc, il y a une population qui croît. Et puis ensuite, si tu cliques, il y a voilà, donc il y a le néolithique où il y a une croissance, donc il y a des progrès dans la technologie des outils, hein, il y a 30 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il y a le néolithique, l'apparition de l'agriculture, la sédentarisation, etc., donc où les gens passent à 100 millions d'habitants, ont franchi le cap des 100 millions. Et puis ensuite, il y a la révolution des sciences, enfin les sciences modernes d'il y a 3 siècles, et voilà, et on passe, et on double, et on multiplie par 3 en 2 siècles, ou je ne sais plus combien. Mais bon, bref. Donc, il y a quelque chose. Alors, ceci, c'est intéressant pour montrer qu'à chaque fois, ce sont des progrès dans les techniques, donc dans l'utilisation de l'énergie, finalement, c'est des progrès dans des techniques qui produisent une augmentation, une discontinuité dans l'augmentation de la population. Et les grandes crises comme la peste du Moyen-Âge, ben, c'est un petit zizi là qu'on voit. Alors évidemment, c'est en échelle logarithmique, mais ça se compense assez rapidement. Alors, ensuite, Louis. Voilà, donc ça, c'est les 3 grandes phase d'augmentation de la population. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il faut aller sur le site de l'INED. Il y a un truc qui s'appelle le jeu de la population, qui est extraordinaire et qui montre pays par pays, ou bien région par région, ou bien pour le monde entier, comment les dynamiques de population vont évoluer dans le futur. Et Louis. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas très compliqué de faire comprendre à de jeunes étudiants comment évolue une pyramide des âges. Si tu cliques là, il y a l'Afrique qui va se présenter, l'Afrique maintenant jusqu'à l'Afrique à la fin du siècle. Et c'est très illustratif de l'évolution d'une population. Quand c'est une vraie pyramide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre l'année N et l'année N plus 1, eh bien, il y a eu une réduction de la population. Ça veut dire que le taux de mortalité est important, notamment le taux de mortalité périnatale. C'est les pays pauvres où il y a peu d'hygiène, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médecine, etc. Donc, on a quelque chose comme là. Et puis, petit à petit, vous voyez que la base se ramasse et puis on construit. C'est plus une pyramide, c'est une hutte, quelque chose comme ça, avec des murs plus ou moins verticaux. Et ça veut dire qu'on a eu la transition démographique et avec un peu d'hygiène, avec un peu de médecine, etc., eh bien, on peut faire en sorte que, notamment, la mortalité périnatale diminue beaucoup et la mortalité en bas âge, ce qui veut dire qu'à l'année N plus 1, on retrouve autant de personnes qu'à l'année N. J'ai oublié de dire que là, la pyramide des âges, c'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis les âges en vertical, et puis le nombre de milliers de personnes, de milliers ou millions, ça dépend, de personnes de tel âge. Voilà. Donc, en fait, faire évoluer une pyramide des âges donnée, il y a 2 ingrédients essentiels. C'est d'une part le taux de mortalité par âge, combien de personnes, statistiquement, hein, les démographes, ils ont ces chiffres-là, combien de personnes de l'âge N vont mourir et n'atteindront pas donc l'âge N plus 1. Voilà. Donc ça permet de faire vieillir toutes les tranches d'âge. Et puis, il faut réalimenter la base, et ça, c'est les taux de fécondité par âge des femmes. Taux de fécondité par âge. Donc, une fois qu'on a les taux de fécondité par âge et les taux de mortalité par âge, eh bien, on sait faire évoluer une pyramide des âges. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas des constantes absolues, mais pour une échelle de temps de quelques dizaines d'années, c'est relativement constant, et c'est comme ça que les démographes fonctionnent pour... Non, c'est bon. Pardon? Comment?
Allô, allô? Non, je pense que c'est une erreur là. D'accord, ok. Donc, on peut faire ça sur un tableur Excel et c'est très instructif voilà, de dire. Alors après, on peut s'interroger de quoi dépendent les taux de mortalité par âge, de quoi dépendent les taux de fécondité par âge. Mais en tout cas, on a les deux paramètres qui sont importants pour comprendre les projections des démographes de l'ONU. Vas-y. Voilà. Alors, où la population va augmenter, eh ben, elle va augmenter en Afrique et en Asie. En tout cas, c'est ce que donnent les projections actuelles. L'Afrique devrait doubler d'ici 2050, elle doit quadrupler d'ici la fin du siècle. Et puis en Asie aussi, ça doit augmenter, doubler d'ici 2050, quelque chose comme ça. Modulo une chose sur la diapo suivante, c'est que si on regarde les zones qui sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique, ben, c'est justement l'Afrique et l'Asie. Et donc, ce sont des pays pauvres, et c'est pour ça qu'elles sont vulnérables. Ce n'est pas nécessairement là que les effets climatiques sont les plus importants, mais c'est là que les populations sont les plus fragiles. Et donc, est-ce que réellement, il va y avoir un quadruplement de la population africaine d'ici la fin du siècle? Ce n'est pas sûr. Ça dépend un peu de ce qu'on Je me fait. pose des questions sur le 31, là. Je vais aller voir Fabien pour lui en parler. Comment? Si on a 7 canaux qui c'est qui est connecté là? 7. Il y a quelqu'un qui parle et qui devrait arrêter son... 7 secteurs. 7 secteurs, on fait quoi? C'est quoi? J'ai désactivé le son. D'accord. Bon, vas-y. Donc, la question, c'est... elle est un peu terrible. Enfin, elle est un peu... Comment dire enfin, dans toutes ces questions-là, il y a un sens du tragique qui apparaît tout de suite. Dès qu'on s'arrête sur un effet, il y a du tragique. Parce que si les dynamiques de population disent 4 milliards et puis que finalement ils n'y arriveront pas, il y aura peut-être pour des questions d'alimentation, de sol, d'alimentation en eau, etc., si ça n'arrivera pas, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pas comment ils vont vivre, mais c'est comment ils vont mourir. Et ça, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Donc, bon, voilà. Bon, on continue. Alors, projection. Alors, on va passer ça, parce qu'on peut, dans cette question de population, ce qui est derrière, en fait, du point de vue climat-énergie, c'est la structure de la population. La population chinoise, par exemple, c'est pas une population homogène. Il y a des zones qui sont comme dans l'Afrique subsaharienne, des zones qui sont comme un pays de l'OCDE. Donc, si on veut faire des projections sur savoir ce que sera la demande d'énergie au milieu du siècle ou à la fin du siècle, eh bien, il faut essayer de raisonner en travers des pays par catégorie de population, les ruraux, les périurbains, les urbains, et puis dans les pays riches, dans les pays pauvres, etc. etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec un groupe. On a publié un truc dans le Reflet de la physique il y a quelques années qui discutait de ça en liaison avec la consommation d'énergie. Bon. Alors, je passe sur la population. C'est les éléments clés, il me semble, qu'il faut donner. Ensuite, le climat de la Terre. Alors, quels sont les éléments clés? Ils sont bien connus, donc on va pouvoir aller un petit peu plus vite, mais il y a quand même 2 ou 3 trucs qui sont importants. D'une part, distinguer météorologie et climatologie, bon, ben, ça c'est évident, mais il y a quand même un ministre un ancien ministre chercheur émérite qui se plantait là-dessus. Attends, reviens en arrière. Et il faut pouvoir le dire en termes simples. Tu reviens, s'il te plaît, à la diapo précédente. Voilà, c'est ça. Pourquoi on peut prévoir à 50 ans et on n'est pas capable de le faire à 3 semaines? Parce que dans un cas, on ne pose pas la même question. Dans un cas, pour la météo, on veut suivre une trajectoire de l'atmosphère, une trajectoire bien précise, celle dont on détermine les conditions initiales aujourd'hui, et puis on veut l'approcher dans l'avenir avec les équations du mouvement qu'on connaît. Et comme le système relève du chaos déterministe, eh bien, voilà, on est battu assez rapidement par des exponentielles. La climato, on ne se pose pas la question de une trajectoire, mais l'ensemble des trajectoires, valeur moyenne et variabilité en différents points du globe. Et ça, on peut retrouver un déterminisme parce qu'on a changé un petit peu la question. On sait bien que dans 6 mois, eh bien, là, on va vers le printemps, eh bien, on ira vers l'automne, etc., etc. Donc, on peut l'expliquer assez simplement à des élèves qui ne sont pas spécialistes, qui ne sont pas scientifiques, etc. Ensuite, alors, les causes naturelles de variabilité climatique, ben,
on peut les lister, on ne va pas entrer dedans, etc. On va simplement rester sur l'effet de serre. Alors, sur l'effet de serre, il y a une chose, vas-y, oui. Donc, il y a ces modélisations simples, etc., que tout le monde a déjà vu. Continue. Le bilan radiatif, en général, on le fait avec le modèle d'une vitre, qui est parfaitement opaque au rayonnement infrarouge, parfaitement transparente au rayonnement solaire, et puis on voit, on comprend d'où vient l'effet de serre. Mais, tu peux passer à la suivante, quand on regarde le vrai système, vas-y, quand on regarde le vrai système, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, vas-y. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué parce que quand on fait un modèle de vitre, à droite, là, vous voyez le 324, le back radiation, qui est renvoyé par les basses couches de l'atmosphère. Eh bien, dans un modèle de vitre, ce qui est renvoyé vers le bas, c'est la même chose que ce qui est renvoyé vers le haut. Or, vers le haut, vous voyez que ce qui est émis par l'atmosphère, c'est 165. Donc, ce n'est pas le 324. Donc, d'où vient la différence? Pourquoi le modèle est trop simple? Einstein disait il faut faire les choses simples, mais pas plus simples que ça. Il faut, enfin bon, peu importe. Alors en fait, c'est parce qu'il faut tenir compte du gradient thermique de l'atmosphère. En fait, le rayonnement infrarouge, il est de face. J'essaie de lire le commentaire, j'y arrive pas. Bon. Oui, donc il y a un gradient thermique de l'atmosphère. Le rayonnement infrarouge, il est absorbé par les basses couches de l'atmosphère qui émettent vers le haut, c'est encore absorbé, puis vers le haut, c'est encore absorbé. Puis à un moment, il y a une certaine altitude où ça sort et ça va vers l'infini. Mais c'est en haute altitude, c'est vers 5-6 km, 7 km, ça dépend des longueurs d'onde. Et donc là-bas, il fait plus froid. Et donc, ce qui sort par rayonnement de corps noir en sigma T4, eh bien, c'est moins là-haut qu'en bas. Et quand on augmente la concentration en gaz à effet de serre, eh bien, l'altitude où ça s'en va vers l'infini augmente parce qu'on a mis plus de CO2, et donc c'est plus absorbant en quelque sorte. L'altitude est plus élevée là où ça s'en va, et donc on a quand même un effet de l'augmentation du CO2. Alors, ensuite... Voilà, bon, ça, on connaît les données de température. Voilà. Ensuite, la diapo d'après, oui. La diapo d'après, ça, on va passer. C'est les différents scénarios qui sont faits. Alors, celle-là, en revanche, on peut la garder parce qu'elle est très simple, puisqu'elle montre... Elle introduit la notion de budget carbone. Et ça, c'est très important, je pense, à introduire. Ça, c'est l'anomalie de température en ordonnée. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis en abscisse, c'est les émissions cumulées de CO2 anthropique depuis 1870. Et puis en haut, c'est en gigatonnes de CO2, en bas, c'est en gigatonnes de carbone. Et on voit que c'est à peu près, enfin les valeurs moyennes, c'est à peu près linéaire. Donc dis-moi combien tu vas émettre, je te dirai quelle est l'augmentation de température. Alors, on a déjà émis, pour rester en dessous de 2 degrés, le budget, c'est en gros 3000 gigatonnes de CO2. On a déjà émis 2000, un peu plus, parce que ça, c'est le rapport de 2013. Et donc, depuis, on émet pas loin de 40 gigatonnes de CO2 par an. Et donc, le budget, il est en dessous de 1000, il est peut-être 800 ou 900 gigatonnes de CO2. Maintenant, ça veut dire qu'en moins de 20 ans, le budget est épuisé si on ne fait rien. Voilà, donc les 2 degrés, je pense qu'ils sont derrière nous. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est les responsables. Donc c'est notre consommation d'énergie, 80% l'énergie primaire. Et ça ne change pas. Voilà, entre 1973 et 2017, ça n'a pas beaucoup changé, même si le nucléaire a été multiplié par 5 ou 6, que les autres qui sont dans l'épaisseur du trait, ils augmentent quand même très, très rapidement, les renouvelables, etc. Mais c'est ça le bilan. Ensuite, alors, de non carbonés, il y a la biomasse, le nucléaire, l'hydroélectricité, et puis solaire, éolien et les autres, c'est moins de 10%. Ensuite... Alors, tu me donnes encore combien de temps, Louis? Allez, disons 5 à 10 minutes. Pas plus? Non. Bon, alors 10, je prends. Ouais. Alors,
là, il y a des choses, je crois, très importantes et quelquefois, dans les cours d'introduction, on n'y va pas assez, on ne rentre pas assez dedans et il me semble que c'est vraiment indispensable maintenant de mettre les pieds dans le plat. Alors, vas-y, tu peux cliquer. On ne vit pas d'énergie, on ne vit pas d'argent, on vit de transformer la matière. Bon, quel que soit l'usage. Et simplement, on utilise dans le vocabulaire, enfin dans la langue courante, on utilise le mot énergie comme si c'était une chose, quoi. On la produit, on la vend, on l'achète, il y en a trop, pas assez, il faut l'économiser, etc., etc. On parle comme si c'était une chose. Mais en fait, ce n'est pas une chose, c'est une unité de compte des transformations de la matière. Alors, vas-y. C'est-à-dire que l'exemple qu'on peut présenter à n'importe quel élève, la chute libre, on lâche un objet, il perd de l'altitude, il gagne de la vitesse, et on sait pourquoi en termes de force, d'attraction, de gravité, etc. Machin, bon. Puis on exerce une force, donc l'état de vitesse change. Mais on décrit tout ça sans avoir besoin du vocabulaire de l'énergie. Le vocabulaire de l'énergie, il s'introduit quand on pose la question, y a-t-il une relation quantitative entre la perte d'altitude et le gain de vitesse? La réponse est oui, c'est mgh égale à 1,5 de mv2, et c'est là que s'introduit le vocabulaire de l'énergie. Il faut un demi, il ne faut pas un tiers ou un quart, c'est un demi. Donc c'est une relation quantitative entre les paramètres du système et qui est associée au changement d'état du monde. Le monde a changé parce que j'ai lâché un trousseau de clés et la position relative du trousseau de clés et de la Terre a changé. Donc l'état du monde a changé. Eh bien, il y a eu une transformation physique et à cette transformation physique, je peux associer une relation, une égalité de type mathématique. Donc, l'énergie est un concept abstrait qui vit dans la tête des gens qui l'utilisent et puis qui sert à quantifier les transformations de la matière. Alors, à quoi ça sert de quantifier les transformations de la matière? Eh bien, à dimensionner les systèmes énergétiques. Louis, dans une centrale, tu peux passer, dans une centrale hydroélectrique, on a un réservoir eau avec de l'eau, on la lâche dans les canalisations, elle perd de l'altitude, elle gagne de la vitesse. Donc voilà, c'est comme la chute libre. Et donc, cette vitesse, ensuite, on va mettre en mouvement des choses. Il y a un système électromécanique qui, finalement, va faire bouger des électrons dans un conducteur. Mais l'énergie électrique qu'on récupère à la fin, c'est une fraction de l'énergie potentielle qu'on avait là-haut dans le lac eau. Donc, on peut faire sentir cette chose-là que pour chaque transformation, la physique est capable de faire un bilan énergétique. Mais ça a des conséquences, ça. Vas-y. Bon, ça, on va passer ça. C'est les machines et le fait qu'on vit d'avoir réussi à mettre au point des systèmes énergétiques extrêmement performants qui multiplient par des centaines ce que nos petits bras et nos petites jambes savent faire. Vas-y. Alors, maintenant, si on dit on vit de transformer la matière, alors maintenant, ces transformations de la matière, elles donnent naissance à une double comptabilité. D'une part, en termes énergétiques, c'est ce qu'on vient de voir, et d'autre part, toutes ces transformations de la matière apparaissent l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel, sous forme de marchandises qui contribuent au PIB. Et toutes ces marchandises, ben, c'est de la matière transformée. Donc vous voyez que c'est la même chose qui donne naissance à une double comptabilité. Autrement dit, le passage de PIB à énergie ou de énergie à PIB, c'est l'analogue d'un simple changement d'unité. J'exprime les mêmes choses avec deux unités différentes. Une unité monétaire, une unité en termes d'énergie. Donc, je trace l'un en fonction de l'autre, eh bien, j'ai une relation affine et je ne suis pas étonné. Et ce n'est pas une relation de causalité. Hein, ce n'est pas l'un qui cause l'autre. Ça peut marcher dans les deux sens. Si j'ai une crise, je vais avoir moins besoin d'énergie et j'aurai moins d'objets, etc. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas une relation de causalité, ce n'est pas une corrélation qui s'explique par une causalité. C'est juste, c'est pas plus que quand on mesure une longueur en inch ou en centimètres, l'une des mesures est la cause de l'autre. Non, c'est simplement deux façons équivalentes de représenter la même chose. Alors, ce n'est pas aussi absolu qu'une loi physique, parce qu'on peut être plus astucieux dans l'utilisation de l'énergie, et donc le contenu énergétique du PIB, on peut l'améliorer. Mais vous voyez que sur 60 ans, là,
non, c'est le début des années 60, sur 80 ans, eh bien, c'est remarquablement linéaire, quoi. Donc ça remet en quelque sorte le PIB sur ses pieds matériels, sur sa base matérielle. Et ça dit aussi que toutes les idées de découplage, c'est-à-dire on va faire du PIB sans consommer d'énergie, etc., ben, sur le fond, c'est bidon. Alors, si on regarde maintenant sur la diapo d'après, de l'enseignement à mettre en... Non, alors, j'ai bien dit, hein, c'est pas un plan de cours, c'est un fil qui réunit les concepts qui devraient faire partie, à mon sens, du message qu'on transmet aux étudiants. C'est pas... Encore que certains éléments, enfin, moi, je tire de mon enseignement à Sciences Po, c'est-à-dire je faisais ça en première année pour 350 étudiants, et voilà. Bon. Alors, par exemple, la relation PIB-énergie, des étudiants de Sciences Po, ils peuvent très bien comprendre ça, hein, il n'y a aucun problème. Si on regarde maintenant les choses plus en détail, vous voyez qu'il y a la courbe noire, qui est la courbe mondiale, la courbe bleue, qui est ce qui se passe dans les pays riches, et la courbe rouge, qui est ce qui se passe en Asie de l'Est. Et on a le sentiment que dans les pays riches, il y a une espèce de découplage où on fait du PIB avec très peu de consommation d'énergie, voire même moins de consommation d'énergie. Mais en fait, quand on regarde les choses en détail, et c'est très intéressant de les regarder en détail, eh bien, c'est comme pour les émissions de CO2, c'est un problème de délocalisation. C'est-à-dire, on a délocalisé en Chine ou ailleurs, aux Indes ou ailleurs, des industries qui sont fortement consommatrices d'énergie. Et donc, si on tient compte de l'énergie contenue dans les importations que les pays de l'OCDE font, eh bien, on récupère la tendance générale. Donc, c'est un apparent découplage qui est produit par le fait que là, on considère des entités économiques qui ne sont pas autonomes, indépendantes. Il faut remettre dedans l'énergie associée aux importations. Voilà. Alors, ensuite, Louis. Alors, non, je vais revenir en arrière. Et alors là, ça va être drastique parce que j'ai déjà épuisé mes 10 minutes et on n'en est qu'à comment caractériser les systèmes énergétiques. Alors, simplement, la liste des choses, et il me semble qu'il faut le faire et bon point sur l'effet des... D'accord. Oui, alors, les notions qu'il faut développer, à mon avis, alors là, et c'est là qu'on voit que c'est pas un cours, même si on est physicien, dans un cours de physique où on parle d'énergie, on ne développera pas tout ça. On ne fera pas ça. On le fera différemment. On intégrera des équations de mouvement et on trouvera une constante du mouvement, etc. Bon. Mais là, c'est autre chose. On le fait d'une autre façon. Alors, on peut discuter hein, si c'est exactement comme ça ou pas, etc. Mais en tout cas, les concepts, il faut être très conceptuel. Et les concepts, à mon avis, c'est cela. Donc, l'EROI, c'est Energy Return on Energy Invested. Ensuite, énergie et puissance, on passera. Stock et flux, ça me semble très important. Source concentrée, source diluée. Source pilotable, source intermittente. Et puis un mot sur le stockage de l'énergie. Alors, c'est dramatique, Louis. Qu'est-ce que je fais? Tu en as encore pour combien de temps? On pourra sauter l'agriculture, mais l'énergie, ça serait bien de l'avoir quand même. Alors, passe à ça et termine. Alors, Leroy, Energy Return on Energy Invested. Pour sortir de l'énergie d'un système ou de ressources naturelles, il faut en dépenser. Pour sortir du pétrole du sol, il faut en dépenser. Si l'énergie qu'on a dépensée pour sortir le baril de pétrole, c'est l'équivalent d'un baril de pétrole, ben, je ne peux rien en faire, je peux juste m'asseoir dessus et puis je ne peux rien en faire. Donc, vous voyez que le rapport entre l'énergie que j'extrais, que je produis, entre guillemets, divisé par l'énergie investie, en termes joules, hein, ce n'est pas du tout des dollars, ce rapport-là, il est important à considérer. Au début du XXe siècle, quand on a commencé à utiliser le pétrole, le rapport était de 100 pour 1, c'est-à-dire on investissait un baril de pétrole, on en récupérait 100 en termes d'énergie. Maintenant, c'est plutôt aux alentours de 30-40, les sables bitumineux, c'est en dessous de 10.
Donc, cette analyse-là, elle est très importante à faire quand on discute de substituer certaines formes d'énergie à d'autres. Il faut regarder quels sont leurs IROI, dans quelle mesure elles sont capables d'alimenter un fonctionnement de la société ou quel type de fonctionnement de la société. Et si vous regardez ça, qui est une étude faite par un groupe allemand il y a quelques années, eh bien, vous voyez le solaire PV, la biomasse, le vent, le solaire à concentration, les centrales à gaz à cogénération, le charbon, l'hydroélectricité et puis le nucléaire. Et voilà, donc vous avez des trucs qui sont en dessous du fonctionnement normal de nos sociétés, comme le solaire PV, la biomasse ou bien le vent. Alors, pour ces sources intermittentes, là, il y a du bleu et il y a du jaune. Et en fait, ça tient compte de ce qu'il faut mettre pour avoir de la puissance garantie. Les réseaux électriques, ils fonctionnent avec de la puissance garantie, pas avec de la puissance intermittente. Et donc, de l'électricité fournie par une éolienne, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait de l'électricité encore. Il faut la lisser pour qu'elle soit ingérée par le réseau. Et donc, il faut avoir du stockage ou bien avoir de la puissance de réserve. Et c'est absolument indispensable, et c'est comme ça qu'on peut comprendre que l'Allemagne, qui a investi plus de 350 milliards d'euros et qui a doublé sa puissance installée, ils ont installé presque 120 gigawatts d'éolien et de photovoltaïque, mais sans diminuer la puissance pilotable. Elle est restée identique à ce qu'elle est, aux alentours de 100 gigawatts. Donc ça a été un doublement, parce que quand en hiver, il n'y a pas de soleil et que l'anticyclone est installé, il n'y a pas beaucoup de vent non plus, eh bien, on a besoin de toute la puissance. Et donc, ça se fait par de la puissance de réserve. Donc, la puissance, elle est toujours là. Elle est utilisée pendant moins de temps dans l'année, mais la puissance, on en a toujours besoin. Et ce qui fait aussi que si on regarde l'Allemagne, qui produit 25% de son électricité avec éolien et photovoltaïque, eh bien, ces émissions de gaz carbonique ont très peu diminué. Elles ont un peu diminué, mais par le même mécanisme que je décrivais pour la relation PIB-énergie, c'est qu'elle importe des produits. Il faut regarder la courbe des importations allemandes qui augmente très, très rapidement. Elle importe des produits et les émissions de CO2 associées à ces productions sont laissées à l'extérieur des frontières allemandes. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et finalement, ce n'est pas étonnant que les sources d'énergie les plus concentrées aient le meilleur IROI. Bon, ça, c'est normal. Mais disons, c'est une notion qui est importante. Ensuite, on va passer sur énergie et puissance, c'est bien connu. Voilà. Ça, l'énergie primaire par habitant, bon, c'est connu aussi. On voit qu'il y a eu les 30 Glorieuses et puis ensuite une espèce de stabilité en énergie primaire par habitant, c'est-à-dire on produit suffisamment d'énergie pour compenser l'augmentation de la population, mais le régime est différent. Le régime de production d'énergie est différent. Ensuite, alors stock et flux, ça c'est très important. Les énergies de stock sont épuisables, c'est pétrole, gaz, charbon, nucléaire. Les énergies de flux, je préfère énergie de flux à énergie renouvelable, on va voir pourquoi. Parce que c'est le solaire, l'éolien, etc. Les énergies de flux, elles sont inépuisables. Elles sont inépuisables. Mais simplement, on ne maîtrise pas les flux. Les premières, elles sont épuisables, mais on maîtrise le flux. Si on en veut plus, ben, on met plus de charbon. Voilà, et c'est ça la différence. Donc, les questions que ça pose pour l'avenir sont de nature différente. Pour les énergies de stock, il faut essayer de modéliser leur épuisement. Et puis, pour les énergies de flux, eh bien, il faut caractériser les flux. Il faut caractériser ces flux qu'on ne maîtrise pas. Bon. Alors, ensuite, si on fait... voilà, oui, c'est ça. Si on peut faire un modèle à la Hubert, qui était un géologue qui avait fait une modélisation très simple et qu'on peut aussi expliquer à des étudiants d'épuisement d'un stock
épuisable. Donc ça, c'est fait pour des valeurs à peu près standards de réserve, 900 gigatèmes de charbon, 400 de pétrole et 300 de gaz. Les points, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis, l'extrapolation donne ces choses-là qui sont un petit peu surprenantes parce que vous voyez que dans la deuxième moitié du siècle, on a un vrai problème de production d'énergie fossile. Il y a un pic vers 2030. Alors, il y a une bosse du charbon parce que là, j'ai fait une simulation dans laquelle je traite la Chine un peu séparément du reste du monde parce que c'est vraiment l'atelier du monde, donc elle consomme avec sa dynamique propre, donc elle en importe même. Et vous voyez que le pic du gaz, il est aussi dans le siècle. Le pic du charbon, il est double, mais c'est lui qui aura à la fin, qui va rester le dernier. Mais on a un problème, indépendamment de toute politique climatique, on a un problème de fourniture d'énergie fossile. Voilà. Alors, ensuite, ça a des impacts, bien sûr. Mais si vous voulez, je peux dire tout de suite le problème que ça pose. Tu reviens, si tu peux revenir, s'il te plaît, Louis. C'est que vous avez certainement en tête les divers scénarios du GIEC, avec le scénario 8.5, le scénario 2.6, qui est le scénario vertueux, entre guillemets, et puis le scénario 8.5, où tout est rouge et où l'échauffement est maximum, etc. En fait, il faut le prendre comme un exercice de style, mais pas nécessairement prédictif, parce qu'il n'est pas certain que les modélisateurs aient tenu compte de l'épuisement des ressources fossiles quand ils ont considéré qu'on faisait business as usual sur les fossiles en prolongeant les tendances d'aujourd'hui. C'est pas sûr du tout. Et pour des raisons de sociologie des sciences, etc., les géologues ne publient pas dans les revues qui sont prises en compte par le GIEC. Enfin, bon, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais à mon avis, il y a un vrai problème de discussion du groupe 3 du GIEC avec les gens qui évaluent les ressources en fossiles. Voilà, donc c'est un problème qui est connu, mais qui n'est pas traité véritablement. Donc, les tendances les plus rouges des simulations du GIEC, ce n'est pas sûr qu'elles soient très réalistes de ce point de vue-là. Elles sont intéressantes, bien sûr, à produire, parce que ça marque les tendances. On voit mieux les endroits à risque, les endroits mieux résilients, etc. On voit mieux les tendances. Mais il n'est pas certain que ce soit réaliste, ces projections à 8 watts par mètre carré. Bon, voilà, alors on peut continuer. Alors, ça, on va passer. Et je veux juste montrer. Vas-y, voilà. Donc, ça fait plus de 2 ans que je collecte jour après jour. Il y a le site Wind Europe qui fournit ça. La puissance éolienne totale européenne produite, pas la puissance, l'énergie, jour après jour, produite. Donc, voilà, le présent est à gauche, le passé est vers la droite. La courbe sinusoïdale, c'est juste pour guider le regard. Et vous avez l'été, l'hiver, l'été, l'hiver. L'hiver, il y a plus de production, l'hiver, il y en a moins. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que l'idée de bon sens qui voudrait qu'il y a toujours du vent quelque part, et que donc, si on relie tous ces fermes éoliennes, on va avoir un lissage de la production et donc moins besoin de stockage ou de backup, eh bien, cette idée, en fait, elle n'est pas supportée, comme on dit, par les faits, par les données empiriques. Vous voyez que les fluctuations restent grandes, ça passe jamais par zéro quand même, donc il y a un petit effet de lissage, mais les fluctuations restent très grandes. En hiver, elles sont de l'ordre de 65 gigawatts moyennés sur une journée. En été, c'est 20 gigawatts moyens, mais vous voyez que c'est des grosses fluctuations. Et donc, ça pose… Alors, ce qu'il faut retenir de ce genre de figure, c'est plutôt, et on le voit bien à la météo le soir à la télévision, s'il y a du vent quelque part, c'est qu'il y en a sur toute l'Europe. S'il n'y a pas de vent, c'est qu'il n'y en a nulle part. Si on veut schématiser, si vous voulez, c'est plutôt ça, plutôt que l'idée que si je réunis suffisamment de parcs éoliens, je vais réussir à lisser et j'aurai moins de problèmes de réseau, de gestion de réseau. Alors, je peux aller tout de suite sur la conclusion de cela, sur le stockage et sur les besoins de stockage. Tu peux passer ça, source concentrée, source diluée. Oui, on va rester un tout petit peu, mais attends,
oui, juste ça. Sur les besoins de stockage, un réseau électrique fonctionne en assurant à chaque instant et en chaque lieu du réseau une égalité entre la production et la consommation. Parce que un mouvement d'électrons, ça ne se stocke pas. Donc, il faut assurer ça. Alors, tant qu'on n'a pas beaucoup de sources intermittentes, la cause des fluctuations de la production, c'est les fluctuations de la consommation. C'est le pic de 19 heures, c'est le matin quand tout le monde se réveille, etc. Et tout ça, en France, par exemple, c'est géré essentiellement par l'hydraulique, et puis un peu de gaz. Mais c'est surtout l'hydraulique qui prend en charge les fluctuations de la consommation, qui sont de l'ordre de 10 à 15% de la puissance moyenne appelée sur une journée. Si vous mettez beaucoup et il y a plein de scénarios, on les voit, de 100% ENR, etc. Si vous mettez beaucoup de sources intermittentes, alors les fluctuations sont d'une autre origine et d'un autre ordre de grandeur. L'éolien, vous avez vu la taille des fluctuations. En Europe, en ce moment, il y a 200 gigawatts d'installés. Les fluctuations sur une journée, ça peut être 60, 80 gigawatts. Le solaire, il fluctue entre le jour et la nuit, entre tout et rien. Et donc, vous voyez que le problème de gestion du réseau, c'est un problème de gestion de fluctuations qui sont de l'ordre de grandeur de la puissance installée ou d'une grande fraction de la puissance installée. Et donc, ce qu'on a prévu, comme en France par exemple, les barrages et des choses comme ça, ce n'est pas du tout adapté pour gérer des grandes fluctuations. Et donc, c'est ça qui, pour le moment, en tout cas, limite le taux de pénétration des énergies intermittentes sur les réseaux. Voilà, encore une fois, en Allemagne, la totalité de la puissance pilotable, elle est là pour servir de backup quand il y a besoin. Alors, la notion de concentration d'énergie, eh bien, si on dit qu'on empiète beaucoup sur l'environnement, eh bien, ceux qui empiètent le plus sur l'environnement, en fait, c'est l'agriculture. Mais les sources d'énergie, elles ont leur part aussi. Et la concentration de l'énergie, c'est l'idée combien de matière il faut que je transforme pour obtenir une unité d'énergie. Eh bien, si on savait faire de la fusion, ça serait 50 kg de tritium. Avec la fission, c'est 20 tonnes d'uranium. Par an, hein, tout ça. C'est 170 tonnes de fuel ou 260 tonnes de charbon à l'heure, 1200 tonnes d'eau par seconde tombant de sommet des hauteurs, ou bien 5000 éoliennes de 1 MW, ou bien 30 km² de panneaux solaires. Donc, voilà, ça c'est cette notion de concentration d'énergie. Alors, ensuite, et on arrive, oui, on va laisser ça. Alors, les besoins en matériaux, oui, ça, il faut le dire. Et ça, c'est important parce que quand on dit énergie renouvelable, on pense au vent et au rayonnement solaire. Ça, ce n'est pas renouvelable, c'est inépuisable. Alors, c'est inépuisable, mais l'usage qu'on peut en faire tel quel, c'est simplement se bronzer au soleil avec une petite brise dans les cheveux. Mais si on veut faire de l'électricité avec ça, il faut des matériaux. Et il faut regarder combien de matériaux il faut. Eh bien, là, on s'aperçoit, là, il y a quelques chiffres, mais il y a sur la diapo suivante, il y a un truc fait par le Department of Energy des États-Unis, voilà, où on voit que, vous voyez, ça c'est en tonnes de matériaux par térawattheure produit. Vous avez le solaire PV, l'hydro, le vent, la géothermie et le nucléaire. Et vous voyez que le vent et le solaire, alors l'hydro, il est fait pour 100 ans, donc c'est un petit peu à part, mais le vent et le solaire, c'est entre 10 et 15 fois la quantité de matériaux que vous avez avec du nucléaire. Donc, quand on dit que… Et ces matériaux, c'est de l'acier, c'est des aimants, c'est du verre, c'est des matières plastiques, c'est plein de choses comme ça. Et donc, quand on dit comme ça, énergie renouvelable, on ne dit pas, on ne parle pas des matériaux. Et ces matériaux, ils sont pris dans des stocks, et il faut regarder cette question des stocks. Et si vous vous intéressez à la question, il faut regarder le bouquin de Gilles de Pizon,
Gilles Pison, non, c'est pas ça le nom, je confonds avec le démographe. Bon, j'ai oublié, mais sinon, José Alloy, H-A-2-L-O-Y, au lead, qui regarde ça très, très en détail, la question des matériaux. Bon, alors, gestion des fluctuations, je l'ai déjà dit, donc on passe. Et alors, peut-être je peux juste, parce qu'il n'y a que 2 diapos, l'agriculture, c'est la façon la moins coûteuse en énergie pour perturber toute la biosphère. Par déforestation, par changement d'utilisation des sols. Ça consomme quelques pourcents de l'énergie primaire et c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça vaut le coup quand même de regarder ça. Alors, si on regarde, la diapo suivante, qu'est-ce qui s'est passé entre ça, qu'on a vu tout à l'heure, et ça, du point de vue de l'agriculture? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est dans la diapo suivante, c'est Fritz Haber, Karl Bosch et le pétrole. Donc, d'un côté, les engrais, la synthèse de l'ammoniac, la fabrication des engrais et des explosifs aussi, mais aussi nous concerne ici des engrais. Et puis, d'autre part, la mécanisation de l'agriculture. Alors, si vous voulez, Guillaume Pitron, ouais, c'est lui. Bravo. Gilles. Ah, Gilles, bonjour. Guillaume Pitron. Alors, maintenant, il y a une étude très précise, très détaillée qui a été faite par 2 collègues du LEED, Petros Satinpiros et son étudiant. Alors, c'est la diapo, après. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Qui montre, alors, je ne vais pas la décrire très, très en détail, mais en gros, vous voyez, ce qui est orange, c'est jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la production convertie en énergie, la production d'énergie de l'agriculture, avec ce qu'elle produisait pour elle-même, sous forme d'aliments, etc., mais c'est l'équivalent énergie des aliments. Donc, c'était en jaune, donc ils se nourrissaient eux-mêmes. Et puis, il y avait un surplus qui était en rouge. Et avec ce surplus, on pouvait fabriquer des îles. Et ensuite, après la guerre, il y a eu une mécanisation. Et donc, cette mécanisation fait que la source d'énergie, c'est ce qui est en bleu foncé, en dessous. Donc, c'est plus du tout, ça ne vient plus du tout de l'agriculture, qui dépend à 98% des combustibles fossiles. En même temps, les surplus ont été multipliés par 4, quelque chose comme ça. C'est la courbe en rouge. Et l'équivalent en biomasse des intrants extérieurs du pétrole en bleu foncé, c'est la fine ligne bleue qui est là. Et puis, le grand truc bleu pâle, c'est l'alimentation de l'élevage. Enfin, c'est pour les animaux. Et donc, on voit que l'agriculture est devenue totalement dépendante aux fossiles. Elle a multiplié par 4 sa production avec une population qui a été diminuée par 10 par rapport au lendemain de la guerre. Et c'est ce qui fait que la France est devenue un pays exportateur, etc., de l'agriculture. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir avec ça? Alors, c'est vrai que l'agriculture ne consomme pas beaucoup de pétrole et que peut-être les dernières gouttes de pétrole, c'est à l'agriculture qu'il faudrait les laisser parce qu'on veut quand même manger. Bon. Mais sinon, la question qui se pose et qu'on trouve dans beaucoup de scénarios, c'est des gens qui pensent qu'avec de la biomasse, on va avoir de la biomasse pour de l'énergie. Et en fait, vous voyez que ce dont a besoin l'agriculture en termes énergétiques, c'est la fine ligne bleue. Et évidemment, pour que l'agriculture puisse fournir de l'énergie, il va falloir réduire drastiquement la surface en bleu pâle, c'est-à-dire réduire véritablement l'alimentation animale. Et donc, ce qui dans l'agriculture, est dédié aux animaux. Voilà, la dernière diapo. Je laisse une. Voilà. C'est la dernière. C'est la dernière. OK. C'est la dernière. Et c'est une petite histoire. Alors, lui, c'est Auriol. Certains de vous l'ont connu, Auriol Boïgas, qui était un très bon physicien, qui a fait des tas de trucs, et en particulier sur le chaos quantique, il a fait des contributions qui sont absolument remarquables. Et comme beaucoup de gens dans cette situation, il a obtenu des prix. Et il a eu un prix qui était un séjour en Allemagne. Il a eu un prix de la fondation von Humboldt. Alors, ça se résume à quoi? Ça se résume à passer 6 mois
dans une espèce de Schloss à l'allemande, très, très cossu, etc. Et puis, il n'y a pas de charge, on est juste là pour réfléchir. Et un jour, Auriol se trouve au petit déjeuner avec un historien, donc ils prennent leur café ensemble et ils bavardent. Et ils parlent d'histoire. Alors, histoire, oui, bah, histoire de la nature, histoire de l'univers, etc. Et Auriol commence lui à raconter. Il n'était pas astrophysicien, mais il en savait suffisamment quand même pour raconter la vie, la mort des étoiles. Et donc, voilà, que le Soleil, 5 milliards d'années, il y a encore pour 5 milliards d'années. Puis ensuite, ah bon, et qu'est-ce qui va se passer? Ça devient une géante rouge. Ah bon, une géante rouge. Et alors, les planètes internes vont être vaporisées, sans doute Mercure, Vénus, peut-être la Terre aussi. Et en même temps qu'il parle, il voit le type en face de lui qui se décompose, qui pâlit et qui pique du nez dans son café au lait. Il lui demande, Auriol lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Et le gars relève la tête et lui dit, alors, il n'y aura plus personne pour écouter les sonates de Mozart? Et alors, je trouve cette histoire extraordinaire, c'est presque une petite nouvelle. Et si tu regardes la diapo d'après, en fait, il y a malheureusement un danger par rapport aux sonates de Mozart, à jouer et écouter les sonates de Mozart, liées au réchauffement climatique. Parce que si vous regardez, les zones les plus en danger, ce sont en même temps les zones les plus pauvres du monde. Et donc, on risque de se trouver dans une logique de canaux de sauvetage, vous voyez, où on aura à peu près ce qu'il faut pour s'en sortir, peut-être, sûrement même, mais il n'est pas question que les autres y montent dans le canot de sauvetage. Et donc, si vous voulez empêcher les gens de monter dans le canot de sauvetage, il faut avoir une hache et puis être prêt à couper les doigts et les mains des gens qui veulent monter dans le canot. Et si on pratique ce genre de choses trop longtemps, je doute qu'on soit capable encore de jouer les sonates de Mozart ou de les écouter. Merci de votre attention. Merci Jacques. Alors évidemment, on a démarré plus tard, mais tu as quand même, disons, oui. bien tiré sur la corde. Oui, oui, je le confesse. Oui, oui. On a quand même un peu de temps pour quelques questions, si les gens veulent poser des questions. Normalement, il faut... Voilà. Alain? Non, ce n'est pas une question, j'applaudissais simplement. Ah, tu applaudissais. D'accord, tu applaudissais. Très bien. Alain Sarfati? Oui. Ah, salut Alain. Salut, Jacques. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un veut poser une question? Je ne vois pas. Il y a une remarque dans la discussion, tu peux la répéter peut-être? Écoute, Sotiris, je te laisse. C'est pas moi qui l'ai faite, mais quelqu'un. Non, mais tu peux la faire, tu peux le faire. Non, mais il faut que j'ouvre la discussion. Quelqu'un qui dit que ton exposé, Jacques, bonjour Jacques, c'est Sotiris. Bonjour, oui. Quelqu'un dit que, voilà, que ton exposé n'est pas critique vis-à-vis du nucléaire, donc voilà, vas-y. Oui, non, effectivement, il est même, oui, dans l'autre sens. Je pense que, comment dire, il me semble qu'il y a suffisamment d'éléments maintenant, notamment avec l'expérience allemande, pour montrer que, en l'état actuel des capacités de stockage de l'énergie, il faut choisir entre sortir des fossiles et sortir du nucléaire. Et je pense qu'il faut le dire, très simplement, voilà. Et si on regarde l'ensemble des... Alors, je sais bien qu'il y a un imaginaire de l'énergie. Alors ça, il est très fort. Hein. L'imaginaire de l'énergie, il est fait d'images épinales. Et en caricaturant, c'est quelques panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison, une éolienne au fond du jardin, une batterie dans la cave, et puis voilà, le problème de l'énergie est réglé. En fait, l'essentiel de l'énergie qu'on dépense, on ne la voit pas. On ne voit que l'énergie qu'on paye, l'électricité, l'essence, mais tout ce qui est contenu dans les objets, dans les services publics, dans la santé, dans tous les services, dans l'art, le cinéma, tout ce que vous voulez, on ne le voit pas. Et donc, on a une mauvaise perception de ces trucs-là, et on pense qu'avec une collection d'actions individuelles, on va régler le problème du climat. Hélas, non. Donc, hélas, non. Et donc, il faut résolument avoir une dimension tragique dans cette affaire-là. Ça ne se règle pas avec des petites images d'Épinal, il faut le dire. Et en plus de ça, quand on regarde
si on regarde le nombre de victimes par térawattheure produit, les matériaux, la concentration de l'énergie, etc., il y a toute une série de choses qui pointent absolument vers ça. Et bon, voilà. Alors, après, je ne dis pas que c'est simple, etc. Évidemment, il faut gérer les choses, mais il faut les gérer bien, et peut-être il y aura des accidents, etc. Mais ils sont d'une autre... C'est quand même extraordinaire que l'OMS, les combustibles fossiles, c'est 7 millions de morts par an. Il y a une partie le bois, une partie, c'est les combustibles fossiles qu'on utilise, le pétrole, gaz, etc. Bon. Ça passe totalement inaperçu. Ces trucs-là créent des victimes et font des dégâts dans le fonctionnement normal. Le nucléaire, dans le fonctionnement normal, ne crée aucun problème. Et il y a des accidents, bien sûr, donc il faut réfléchir à ça, il faut améliorer les choses et tout ce qu'on veut, et ça va augmenter le coût, c'est possible, bien sûr. Mais si on prend les choses sérieusement et qu'on regarde un petit peu les enjeux mondiaux, là où on en est maintenant, je ne vois pas comment on peut dire, voilà, c'est non éthique et je ne le fais pas, etc. On a une expérience en vraie grandeur juste à côté de chez nous, quoi. Donc oui, c'est éventuellement à reculons, hein, mais je ne vois pas comment on y échappe si on veut sortir des fossiles. Écoute, là, je peux lire des commentaires dans la discussion. Un commentaire de Henri Benisti qui dit « Václav Smil souligne que l'électrification a conduit à une baisse de l'efficacité aux USA, notamment en favorisant un peu comme un effet rebond les climatiseurs. Ah oui. Fournit la facilité apparente de délocaliser la production, facilité qui encourage l'excès. » Oui. Non, mais alors, là-dessus, il n'y a pas que le problème de l'énergie, il y a le problème des ressources quand même. Les ressources dans l'agriculture et puis les ressources de façon générale. Donc, l'efficacité énergétique, ce n'est pas le bon objectif, parce qu'il y a toujours l'effet rebond qui vient compenser au-delà. C'est la sobriété. Ça, c'est sûr que il faut regarder tous les chantiers et puis voir ce qu'on peut faire du point de vue sobriété. Je glisse au passage que c'est marrant d'ailleurs, oui, il y a eu le manifeste étudiant là, pour un réveil écologique. Parallèlement, autour du Shift Project, là, qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, il y a ce qu'on appelle des shifters, c'est-à-dire c'est des jeunes professionnels qui sont intéressés par ce qui est dit là-dedans et qui sont prêts à donner du travail, de la force de travail, pour des rapports, des études, etc. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, il y a je ne sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça, il y avait 100 ou 150 shifters peut-être. Maintenant, il y en a plusieurs milliers. C'est des milliers de gens dans les villes, des jeunes professionnels qui correspondent exactement à ce qui est dit dans le manifeste, c'est-à-dire de gens qui sont en recherche de cohérence entre la pratique professionnelle et puis les idées qu'ils ont, oui, l'état du monde, quoi. Et donc, il y a ces groupes maintenant, donc il faut une organisation. C'est comme une espèce de petit parti politique, sauf que ce n'est pas un parti politique, mais ça en a la taille et la structure. Et donc, les gens essayent de concevoir, secteur par secteur, en France, un plan de transformation de l'économie française, PTEF, qui devrait sortir pour les prochaines élections présidentielles, quoi, pour que ce soit et où il y a partout la recherche de la sobriété et de la décarbonation. Pour garder tous les dossiers, quoi. Et le dossier de remplacer quelque chose qui est décarboné à 95% par du décarboné qui coûte plus cher et qui est intermittent, quand vous le regardez en face, c'est fou, compte tenu de l'ampleur des autres dossiers. La rénovation des bâtiments, la mobilité, le dossier de la mobilité, c'est une complexité, c'est incroyable, c'est la structure des villes, c'est le fond de la politique foncière, etc. C'est un dossier gigantesque. Et on va aller mettre des milliards
pour remplacer quelque chose de décarboné par autre chose qui est décarboné. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, d'autres, enfin, là pour finir, je fais quelques commentaires que je lis sur la discussion. Oui. La part du transport est importante dans l'énergie et cette part n'est pas prête d'être massivement décarbonée. Oui. Un autre truc, une autre question, ne peut-on pas imaginer un changement dans la demande énergétique? Tu y as un peu répondu. Oui. Mais tu peux en recommenter. Puis dernière question posée. Jacques, pourrait-il évoquer pratiquement comment fait-on pour mettre en place ce type d'enseignement? Il a fait une petite liste de difficultés. Alors, je te laisse terminer sur ces trois commentaires. Oui. Alors, comment fait-on? C'est en train de se faire. Hein. Et en particulier, déjà, à Orsay, je vous dis, c'est plusieurs dizaines d'enseignants du centre d'Orsay, de Sceaux, de Châtenay-Malabry, etc., et qui se sont lancés là-dedans. Vous pouvez demander à Jean-Michel Lourtioz, Lourtioz, qui a été en charge et qui a piloté un peu l'ensemble du truc. Et il y a plein de... Alors pour le moment, ce n'est pas un MOOC. MOOC, vous savez, ça veut dire le Massive Open Online Course. Là, c'est un SPOC. C'est un Small Private Online Course. Parce qu'ils démarraient le truc, donc ils l'ont fait en privé pour les gens. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec, je vous dis, une trentaine de petites vidéos qui couvrent tous les sujets, y compris les problèmes de sciences humaines, etc. Je crois que cet après-midi, il y avait une réunion de bilan justement sur... bon. Et donc, il faut des enseignants, mais je pense qu'ils sont là et qui sont prêts à s'engager dans ce genre d'enseignement. Il y a beaucoup de difficultés en ce moment parce que faire tout online, c'est quand même pas idéal. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une présence pour discuter avec des étudiants, et les étudiants sont malheureux de ce qui se passe maintenant. Bon, donc je ne pense pas qu'il faille le concevoir uniquement online. Le concevoir uniquement online, c'est un peu la situation actuelle, mais c'est aussi un peu une facilité de la part de l'administration parce qu'il faudrait dédier des heures. Mais si on n'est pas prêt à dédier des heures normales d'enseignants là-dessus, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu que c'est important. Or, ça ne va pas, ça. Il faut que ce soit... ce dont j'ai parlé, moi, c'est un truc à faire en première année. Il faut 25 heures ou 24 ou 30 heures, etc., pour aborder ces trucs-là, donner le panorama général. Encore une fois, donner des images mentales de l'ensemble du problème. Et puis ensuite, on spécialise en fonction des filières. Évidemment, ceux qui font du droit ne vont pas avoir la même chose que ceux qui font de l'ingénierie agricole. Donc, ça, c'est normal. Mais je pense que les étudiants sont demandeurs et qu'ils sont capables de faire pression sur les administrations quand elles résistent. Mais en fait, elles commencent à concevoir aussi qu'avoir ce genre de formation dans leur cursus, c'est un plus pour l'école ou l'université d'avoir ça. Ça peut attirer des étudiants d'avoir ça. Et donc, il faut s'y mettre. Ça demande du boulot. Hein. Il faut aller regarder... Quand on est physicien, il faut regarder un peu d'économie. Quand on est d'économie, il faut regarder un peu de biologie, etc. Il faut savoir ce que fait l'autre à côté. Quoi. Écoute, oui. Et Hélène, tu voulais poser une question? C'est à moitié une question, à moitié un commentaire. Je crois que c'est très important ce que Trainer nous a présenté, effectivement, de regarder les énergies, les quantités de matière, les emplacements, etc. Ça, parler, discuter comme ça permet effectivement de se rendre compte des contradictions dans lesquelles on est en train de partir. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que je crois il y a à surmonter de nombreux problèmes. Et parmi ces problèmes, on a d'un côté toute une série de questions qui, il faut le dire, se règlent par le marché, il faut bien le dire, oui. Et qui ne vont pas contribuer à trouver les solutions raisonnables dans des temps raisonnables, parce que ce n'est pas ça qui est l'objectif du système économique actuel. Oui.
Il me semble qu'il faut le regarder en face, ça. Deuxièmement, dans la montée en puissance de la période néolibérale que dénoncent de nombreux économistes, et pas seulement moi, loin de là, il y a une poussée vers l'individualisation, c'est-à-dire les solutions, elles sont individuelles, chacun est responsable de son sort. Ah, ça nous vient des anglo-saxons et pas seulement, dans lequel il y a une part de vérité naturellement là-dedans. Mais du coup, on ne sait plus penser collectif. Or, maintenant, quand on regarde les différentes sources d'énergie, les gens ont le sentiment que, oh là là, le nucléaire, et c'est vrai, c'est des investissements, c'est des années, c'est des ceci, c'est des cela. Horreur. Je dirais que personnellement, si on trouvait des bons équilibres avec un peu de mixité, moi, ça ne me dérangerait pas, au contraire, disons les choses. Mais laisser dans la tête des gens qu'effectivement, chacun va pouvoir, avec la moitié d'un village et 4 éoliennes et puis les toits, etc., on vous parle toujours de l'énergie produite, mais on ne parle jamais du fait qu'on a quand même besoin du réseau. Oui. Voilà, il y a les grandes questions qu'il faut arriver à mettre sous la table, y compris, à mon avis, celui de l'organisation sociale, sur lequel il n'y a pas de doute qu'il y a des changements à faire et que ça rentre dans cet enjeu qu'on a le nez devant. Oui. Voilà, c'est un commentaire. Oui, je partage totalement ce que vient de dire Hélène. Et oui, je pense qu'il y a un mot clé chez certains économistes en ce moment qui essaient de développer cette idée, c'est l'idée de commun. Oui, exactement. Ben, il faudrait essayer de… Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça, il y en a plein, hein, mais il y a un type qui s'appelle Léa Libreau, qui est un économiste qui vient d'avoir un poste à… bon, peu importe, aux États-Unis, peu importe, mais qui réfléchit là-dessus et qui écrit des choses là-dessus qui sont intéressantes. Le problème des communs, c'est que pour gérer un commun, il faut qu'il y ait une autorité qui règle les conflits. Oui. Et ça marche. Alors, il y a Léonore Ostrom, qui est une femme qui a eu un prix Nobel sur justement pour les communs. Pas pouvoir à la fois, quoi. Simplement, les exemples qui sont donnés à chaque fois, c'est des petites entités, c'est des petites communautés qui arrivent à… voilà. Les États-Unis, qui n'ont pas une petite communauté, ils ont quand même réussi à faire quelque chose. Je veux dire, le monstre de la mondialisation a maintenant été si loin qu'on ne peut pas se cacher les yeux. Mais regarde, sur la pêche, par exemple. Ce que représentent les intérêts communs et les besoins communs, on ne réglera pas tout seul. Mais il y a des problèmes sur lesquels il y a quelque chose qui ressemble à ça qui parvient à se mettre en place, sur les quotas de pêche, par exemple. Ouais. C'est un peu ça, à l'échelle de la planète, de gérer des quotas. Oui, on est obligé. Voilà. Mais ça, c'est tout un sujet en soi-même, et peut-être qu'il faudrait inviter quelqu'un pour… Il y a de plus en plus de choses. Peut-être pas l'Organisation mondiale du commerce. C'est sûr que le marché… en ce moment. C'est sûr que le marché est inadéquat pour régler ces grands problèmes. Je ne propose pas de le supprimer. Il donnait un bon coup de vis. Oui, mais bon, voilà, et on n'est pas du tout, effectivement, enfin, les 30 dernières années n'ont pas été dans la tendance. Oui. Ça, c'est sûr. Mais, écoute, je pense que, je regarde là sur le… je vois des questions sur récupérer les slides, j'enverrai les messages comme il faut après. Sinon, je ne vois pas d'autres questions. Donc, ça me semble le bon moment pour te remercier, Jacques, pour avoir fait cette conférence dans des conditions difficiles. Hein. Moi, essayant de te piloter, ce n'était pas très facile. Et je remercie tous les gens qui ont écouté. Et comme je l'avais dit, la prochaine conférence dans cette série sera sur un sujet, disons, un peu moins sociétal,
ordre à longue distance dans les solides, des cristaux aux quasi-cristaux et au-delà, par Denis Gracias de Chimie ParisTech le mercredi 5 mai. Eh bien, merci encore et merci à vous. À bientôt.